je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo lecture. Je vais vous parler des 4 dernières lectures que j'ai effectuées. Voici donc les 3 lectures papier et il y a en plus une lecture en numérique. Donc vous avez, pour commencer, ce livre, donc Un long, si long après-midi de Inga Vesper, qui est un thriller domestique publié chez Point. Ensuite, je vous parlerai de Sarah Perchetti Amo de Serena Giuliano, qui est paru chez Le Livre de Poche. Là, c'est un livre plutôt contemporain. En format papier, donc le dernier, c'est celui-ci, donc qui est une très belle édition de Anne d'Ingleside de Lucie Maud Montgomery. Donc c'est la parution chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc ce sont vraiment des livres qui sont magnifiques. Celui-ci, c'est le tome 5. Et finalement, en lecture numérique, je vous parlerai d'un roman de Lucinda Riley qui est La Maison de l'Orchidée. Je vais d'ailleurs commencer par ce roman, donc en numérique, le roman de Lucinda Riley, La Maison de l'Orchidée. Je pense que c'est un roman qui date déjà un petit peu. Je crois que c'est avec celui-là qu'elle a été connue dans nos pays francophones. Il me semble que c'est le premier qui a été traduit. Moi j'avais depuis un certain temps dans ma liseuse et là je me suis décidée à le lire parce que ça faisait longtemps que j'avais plus lu du Lucinda Riley. J'avais vraiment envie de redécouvrir un roman à elle. Malheureusement j'ai vraiment pas aimé du tout ce roman et j'ai la sensation que Lucinda Riley, j'ai eu ma période où j'ai beaucoup aimé mais ça ne me plaît plus trop. Disons que mes goûts ont changé et là en tout cas j'ai pas du tout aimé ce roman. Donc ici, comme d'habitude, hein, c'est du Lucinda Riley, donc il n'y a pas de surprise. C'est une saga familiale, enfin un roman en tout cas avec des secrets de famille, où il y a une partie dans le présent et une partie dans le passé. C'est vraiment toujours la même construction, c'est toujours la même chose avec Lucinda Riley, pour ça il n'y a pas de nouveauté. Après, je pense que c'est aussi pour ça qu'on la lit et qu'on l'apprécie, c'est parce que voilà, je pense que les personnes qui veulent découvrir ces romans, c'est parce qu'elles aiment cette temporalité double. Et donc ici, en fait j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé ça très long, j'ai trouvé ça très niais, très cucu, très... Enfin, j'ai pas du tout aimé, les dialogues, rien, je trouvais que c'était pas fluide. Alors je ne sais pas si c'est la traduction qui a été vraiment très mal réalisée ou si c'est le style d'écriture qui était vraiment mauvais, mais j'ai trouvé vraiment que c'était pas bon. Les dialogues me semblaient hyper artificiels. Il y avait beaucoup de répétitions aussi, j'ai trouvé. Tous les hommes de l'histoire, que ce soit dans la partie du passé ou la partie du présent, tous les hommes appellent la femme qu'ils aiment ma chérie. Tout le temps. C'est tout le temps ça, ma chérie. Donc c'est ça que je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou si dans la version anglaise, je sais pas, je suppose que c'est darling en anglais. Et est-ce que ce mot répété tout le temps, je n'en sais rien. Mais en tout cas, à un moment donné, vraiment, ça a commencé à me saouler. Au début, la partie dans le passé me plaisait. Je trouvais ça assez sympa. Donc pour la partie dans... Je ne vous ai pas expliqué le résumé de l'histoire. En fait, on va suivre Julia, qui a vécu un gros drame. On ne sait pas ce que c'est et l'autrice tourne autour du pot pendant de nombreux chapitres. Et franchement, c'est très énervant parce que... tu comprends qu'il y a eu quelque chose, tu essayes de deviner plus ou moins, tu comprends plus ou moins ce qui aurait pu se passer, mais il n'y a pas de... C'est jamais cité en fait, enfin si c'est cité à un moment donné, mais très longtemps après. Et vraiment, tu as envie de lui dire, mais crache le morceau, quoi, ça sert à quoi de garder ce mystère qui n'en est pas vraiment un, c'est vraiment inutile et c'est très énervant. Donc Julia a vécu un gros drame. Et donc du coup en fait elle a décidé de s'isoler en Angleterre dans une espèce de maison voilà, où il n'y a pas enfin très isolée dans un village. Julia est une grande pianiste mondialement connue et voilà, elle a décidé de tout arrêter, en tout cas temporairement, le temps de se remettre, hein. Elle va retourner dans un manoir dans lequel elle a passé son enfance. Son grand-père s'occupait en fait des serfs de ce manoir et elle va y retourner parce que ce manoir est mis en vente et il y a une vente aux enchères de tous les objets qui sont dans le manoir et donc elle va se rendre là-bas. Et voilà, ça c'est pour la partie dans le présent. Elle va rencontrer l'héritier du manoir, etc. Et dans la partie dans le passé,
on va suivre en fait les personnes qui vivaient dans ce manoir, donc à qui appartenait ce manoir, dans les années 1900, je vous avoue, je ne sais plus trop, je suppose que c'était pendant, avant et après la guerre. Ouais, c'était dans les années début 1900. On va suivre l'héritier, donc la personne à qui appartenait le manoir. Et donc, en fait, la partie dans le passé est assez longue parce que tu as la partie avant la guerre, tu as la partie pendant la guerre qui, elle, est relativement résumée, et puis tu as toute la partie après la guerre avec tout ce qui s'est passé. Et dans la partie dans le passé, on va se retrouver en Thaïlande et vivre beaucoup de chapitres en Thaïlande. Il va se passer toutes sortes de choses. C'est hyper compliqué de vous résumer ce roman parce qu'en fait il est méga long, il se passe beaucoup de choses, mais il y a tellement de passages inutiles. Je vous jure, j'ai passé des pages et des pages et des pages sans que ça pose problème à la compréhension, tellement c'était vraiment des passages mais inutiles. J'ai trouvé ça vraiment très très long et très pénible. Du coup, comme je vous le disais, les passages dans le passé me plaisaient au début, je trouvais ça assez sympa. Mais finalement, c'est devenu aussi long que les passages dans le présent, et donc j'ai vraiment perdu tout intérêt pour cette histoire. Par rapport aux personnages, vous l'aurez compris, je pense, je les ai pas du tout appréciés. En fait, j'ai trouvé qu'ils étaient mal construits. Il n'y en a aucun qui a de l'intérêt, enfin en tout cas à mes yeux, je n'ai trouvé d'intérêt à aucun personnage, ni Julia qui a vécu des choses difficiles, j'ai pas eu d'empathie pour elle, alors que, enfin, ouais, elle a vécu des trucs un peu pourris quoi. J'ai eu aucune empathie pour ce personnage. Les personnages dans le passé, pareil, les hommes, tous les hommes, aussi bien dans le présent que dans le passé, sont à baffer. Franchement, je ne les ai pas supportés, aucun. Je trouvais qu'ils étaient tous à baffer. Les femmes sont pas beaucoup mieux. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans cette histoire, c'est que j'ai trouvé que Lucinda Riley mettait l'accent très fort sur la maigreur des femmes et sur le fait que pour être jolie, il faut être très très mince. Elle le répète vraiment à plusieurs fois. Donc c'est toujours à travers, en général, quoique non, c'est à travers et les yeux des femmes et les yeux des hommes dans l'histoire. Mais vraiment, c'est mis en avant que le fait d'être petite, mince et gracieuse, c'est un trait de beauté que les femmes doivent cultiver. Et vraiment, moi, ça m'a mis très mal à l'aise. À plusieurs reprises, je me suis dit que à notre époque, c'était plus pensable d'écrire ce genre de choses. Alors comme je vous l'ai dit, je pense que ce livre a été écrit il y a un certain temps. Mais en fait, moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise parce que je trouve que l'autrice insiste très fort sur le fait d'être très mince pour être jolie, en fait. Et c'est hyper maladroit. Encore une fois, c'est peut-être la traduction, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai trouvé ça maladroit et malaisant. Voilà par rapport à cette histoire, je vais pas en parler plus longuement. Je vous avoue que j'hésite fortement à lire d'autres romans de Lucinda Riley parce que je crois que j'ai eu, comme je vous ai dit, ma période avec la saga des 7 sœurs. Et là, déjà le dernier tome des 7 sœurs, le tome 7 avec la sœur disparue, j'avais détesté ce roman, je l'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé très nul. Et là, voilà, je retente avec un autre de l'autrice et ça me fait le même effet. Donc je ne sais pas trop, je suis vraiment en hésitation. Là, il y a le dernier roman qui est sorti, le tome 8, la saga des 7 sœurs, donc sur Passault. Je vous avoue que j'hésite beaucoup à le lire. J'ai envie de connaître le dénouement de l'histoire, mais à la limite, je préférerais que quelqu'un me le raconte. Comme ça, voilà, je sais exactement ce qu'il en est. Mais je crois pas que j'ai envie de me taper 800 pages encore. Parce que je pense que je vais m'ennuyer. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Je crois que Lucinda Riley, ça ne me convient plus trop, malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti si vous avez lu ce roman et que vous êtes familière avec Lucinda Riley. Est-ce que celui-là est vraiment mauvais ou alors est-ce que c'est vraiment moi qui ne suis plus réceptive à l'autre? Je vais enchaîner avec mes lectures papier maintenant et je vais commencer avec celle-ci. Donc c'est un long, si long après-midi. Je l'ai dans ma wishlist depuis qu'il est paru en format grand format. Et là, j'attendais qu'il soit soit moins cher en format numérique, soit en format poche. Et il était moins cher en format poche qu'en format numérique, hein. Ça arrive, c'est bizarre, mais ça arrive. Du coup, je me le suis procuré et je l'ai lu dans la foulée. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai vraiment passé un très très bon moment. C'est un thriller domestique. L'histoire se déroule en 1959, donc moi, c'est une période que j'aime beaucoup.
Ça fait quelques romans là que je lis qui se déroulent dans ces années-là en Amérique. Et en fait, j'accroche vraiment beaucoup avec cette période, j'aime bien. Tout ce qui est... donc normalement, on est dans la déségrégation, là, mais bon, voilà, t'as encore pas mal de problèmes entre la population noire et la population blanche. Voilà, même si maintenant, normalement, ils sont censés avoir les mêmes droits, je crois, à ce moment-là. Voilà, c'est toujours pas le cas, et encore plus quand tu es une femme noire. Et donc là... si vous voulez, dans le début de l'histoire, donc on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle, une afro-américaine, Ruby. Voilà, c'est Ruby, qui est femme de ménage pour une famille blanche. Et un jour, voilà, elle arrive pour nettoyer donc chez eux, s'occuper de la maison. Et en fait, elle découvre une des petites filles du couple toute seule dehors. Elle comprend pas ce qu'elle fait là, elle demande où est sa maman. La petite fille dit que sa maman lui a dit d'attendre là. Et donc elle va rentrer dans la maison et là elle va découvrir la deuxième petite fille qui est encore un bébé qui hurle dans son lit. Ça fait vraisemblablement des heures qu'elle y est. La maman n'est pas là et puis en tournant dans la maison, elle découvre du sang sur le sol de la cuisine. Mais vraiment beaucoup de sang. Et la maman a disparu. Voilà. Donc c'est un thriller qui est... oui, qui est vraiment chouette. Je l'ai trouvé bien construit, j'ai aimé la finalité de la résolution de l'enquête. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien cette époque-là. Je trouve ça intéressant, révoltant bien entendu, mais intéressant de lire des romans qui se déroulent à cette époque-là aux États-Unis. J'apprends à chaque fois pas mal de choses. Et là, voilà, c'était une histoire où il y avait du suspense. Franchement, je me suis pas embêtée, je l'ai lu très vite. J'avais tout le temps envie d'y revenir, donc vraiment... Pour moi, c'est un très chouette thriller. Je dis thriller domestique, donc c'est pas sanglant. Hein. Quand je vous dis thriller domestique, on n'est pas sur du Franck Tillier, hyper sanglant et malaisant. C'est pas le cas. C'est assez soft. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce roman que je vous conseille. Le troisième roman dont je vais vous parler, c'est un roman de Serena Giuliano, Sara perché ti amo, que je me suis procuré en format papier. J'ai lu tous ces romans à Serena Giuliano, mais je les ai tous en numérique. Et cette fois-ci, je l'ai pris en papier. Je ne sais plus pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il était moins cher en format poche papier qu'en format numérique, comme ça arrive de temps en temps. Et donc voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais pouvoir le passer à ma tante et éventuellement, si je vais dans un salon du livre à un moment donné, peut-être le faire dédicacer. C'est toujours chouette d'avoir des formats papier de toute façon. Et ce roman, eh bien, je l'ai apprécié. Je l'ai lu très vite et j'ai passé un très bon moment parce que on se trouve en Italie et plus particulièrement à Procida, dans le sud de l'Italie. Du coup, vraiment, ce roman, il est vraiment à lire quand il fait chaud, que c'est l'été et que on a besoin de vacances, de soleil. C'est vraiment une ambiance qui est propice à ça. On va suivre en fait deux couples d'amis, donc on a Alba et Valentin qui viennent d'avoir un bébé. Et ben voilà, avoir un bébé, ça remue pas mal de choses et c'est compliqué en tant que couple. Et voilà, donc là on va les suivre. Et puis on va aussi suivre Gabriel et Nino. Nino qui est donc un ami du couple Alba et Valentin. Et Gabriel qui est sa petite amie depuis quelques temps. Nino est un homme, on s'en rend très vite compte, toxique. Et cette relation n'est vraiment pas top. Le Nino, franchement, t'as envie de l'encastrer, quoi. T'as vraiment envie de l'encastrer. Et Gabrielle, ben, elle fait beaucoup de peine. Et concernant le couple Alba-Valentin, en fait, j'ai aimé l'histoire. Mais disons que je ne suis pas d'accord avec l'autrice. Voilà. Elle dépeint en fait des relations de couple qui sont très, je vais pas dire banales, mais c'est très criant de vérité. Ça pourrait arriver à nos propres amis. Voilà, tu sens que les personnages en fait paraissent très réels, sont très bien construits, mais forcément l'autrice donne sa vision des choses, j'imagine. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'il faut le prendre. Est-ce que c'est comme ça qu'elle voit la vie, qu'elle voit les couples? Et qu'elle voit surtout la trahison et l'adultère, parce qu'on va parler d'adultère dans ce roman. Et personnellement, moi je suis pas du tout d'accord avec la façon de voir.
présentée dans le roman. Alors, comme je vous dis, est-ce que c'est la version de pensée de l'autrice ou est-ce qu'elle a juste voulu présenter une version même qui n'est pas la sienne? Je n'en sais rien. Mais ce qui est présenté dans le roman, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Du coup, j'ai eu un peu de mal parce que c'est vrai que, ben non, moi voilà, j'étais un peu révoltée par rapport à certaines choses qui se déroulent dans le roman. Et voilà, vraiment, on va parler d'adultère et c'est vraiment le sujet principal. Alors tu as aussi donc, les relations toxiques bien entendu, la difficulté donc après avoir eu un enfant, hein, forcément, en tant que femme, en tant que couple, voilà, elle va parler de tout ça. Donc ce sont des sujets, enfin celui-là en tout cas est un sujet qui me parle étant donné que j'ai eu des enfants et c'est vrai que c'est pas évident. Mais encore une fois, je ne suis pas d'accord avec l'autrice. Donc voilà. Et puis voilà, c'est gai à lire parce que vraiment, tu plonges en Italie. Alors, on parle beaucoup de gastronomie italienne et franchement, t'as faim. En lisant ce roman, tu as faim. T'as envie d'être en Italie avec eux. C'est plaisant à lire, il y a de l'humour. Le style de l'autrice est très agréable. Moi, j'aime beaucoup la façon d'écrire de Serena Giuliano. C'est vraiment très gai. C'est un petit roman, il est vraiment court. Hein. Je crois il fait 250 pages. C'est très très vite lu. Voilà, c'était sympa, mais je ne suis pas d'accord avec l'autrice, donc c'est pas mon préféré. Mon préféré reste toujours son premier, Ciao Bella. C'est le roman que j'ai préféré de l'autrice. Et je passe finalement à ma dernière lecture, qui est le tome 5 de Anne. Donc c'est la saga de Anne des Pignons Verts. Et là c'est Anne d'Ingleside. Forcément ici, je ne vais pas vous résumer puisque je vous dis c'est le tome 5. Sachez juste que ici, ben, voilà, Anne est plus âgée. Elle approche de la quarantaine. Et elle est maman de toute une série de bambins. Elle est mariée. Et donc du coup, c'est sûr qu'on ne retrouve plus la petite Anne de 11-12 ans du premier tome avec ses rêves d'enfant. Anne est une adulte de laquelle personnellement je me sens plus proche puisque moi j'approche aussi de la quarantaine tout doucement. J'ai lu pas mal d'avis hein, sur ce roman et il y a beaucoup de personnes qui sont déçues parce qu'elles ne retrouvent plus Anne. En fait, moi je suis pas du tout déçue et moi j'ai vraiment apprécié cette histoire parce que c'est la continuité logique de Anne en fait. On la suit vraiment de ses rêves d'enfant jusqu'à ses rêves d'adultes et certes, maintenant elle est adulte donc forcément elle n'a plus la même façon de penser, mais ça reste quand même toujours quelqu'un de très rêveur et de très, je vais pas dire naïf parce qu'elle est pas naïve, mais ouais, rêveuse, je pense que c'est vraiment le terme. Elle est rêveuse et elle voit toujours le bon côté des choses et c'est rafraîchissant. Alors ici, on la suit toujours, hein, on est toujours dans sa tête, mais on va suivre également ses enfants. Donc tous les chapitres ne la concernent pas. Et moi, j'ai aimé suivre ces enfants qui ont tous des personnalités très différentes, qui vivent tous des choses différentes. Il y a des garçons, il y a des filles. Et j'ai trouvé ça chouette. Moi, j'ai passé un excellent moment. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est suivre, en apprendre plus sur les conventions de l'époque. Un truc qui m'a complètement atterrée, c'est que à cette époque, en tout cas au Canada, puisque ça se déroule donc au Canada, et donc c'est dans les années, je suppose les années 1920, un truc 1920-1930, tu te dois toujours d'accueillir ta famille chez toi. Et si quelqu'un a décidé de rester des semaines et des mois chez toi, tu ne peux pas mettre cette personne dehors. C'est comme ça que Anne va se coltiner la tante de son mari pendant, je crois bien, une année. Et c'est une personne abjecte, vraiment désagréable. Enfin, juste avoir en fait quelqu'un d'étranger chez toi, pour moi c'est impensable. Enfin, moi je ne supporterais pas, quoi, c'est pas possible. Même une journée entière c'est trop. Donc voilà, et là, tu vois qu'elle prend sur elle, qu'elle essaye de voir le bon côté de cette personne, elle en a ras-le-bol. Tu le sens, mais voilà, elle se dit toujours, c'est la tante de mon mari, elle est vieille, elle est seule, je dois être compatissante. Et en fait, enfin, à l'heure actuelle, je pense que ça
ce ne serait même plus envisageable, quoi. Genre, enfin voilà, je sais pas, t'as une tente qui s'incruste, tu la fous dehors après quelques heures, quoi. Tu n'hésiterais plus, je crois. Et voilà, c'est un roman d'époque. C'est intéressant, c'est gai. Moi, je vous avoue, j'ai apprécié, j'ai aimé ce tome. Comme j'ai aimé les autres, alors j'ai toujours des préférences, hein. Moi, mon préféré reste le tome 2. Les tomes 2 et 3, ce sont mes préférés. Mais celui-là, j'ai trouvé très chouette. Et voilà, j'ai le dernier, hein, le 6. Je suis très impatiente de le lire. J'ai bien conscience que là, Anne sera encore plus âgée. Mais moi, ça me dérange pas. C'est vraiment la continuité de ce personnage super cool. Et voilà, pour moi, c'est une bonne lecture. Et une version brochée splendide que personnellement j'expose chez moi parce que je trouve que ces livres sont vraiment très beaux. Donc voilà, par rapport à cette chronique sur mes 4 dernières lectures. N'hésitez pas à commenter, à partager votre avis également si vous avez lu ces bouquins. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos lecture. Bye!